Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans le cadre du séminaire. Je remercie Nicole de m'avoir invité à participer et donc je vais jouer un peu le jeu de la présentation comme si j'étais avec vous. Comme je l'avais proposé par rapport au programme que vous avez en main, je vais vous parler de la mise en perspective de l'utilisation de la notion de NEET telle qu'elle est mobilisée aujourd'hui en France. Donc avant d'arriver à la façon dont cette catégorie est concrètement considérée, je voudrais rappeler un peu quelques éléments de contexte de la mise à l'agenda de plus largement la question de l'emploi des jeunes en France. Tout d'abord, il me semble qu'il est important de rappeler que les 4 dernières décennies ont été marquées en France par l'importance croissante accordée à la question de l'emploi des jeunes. En effet, de nombreux dispositifs ont été introduits depuis le milieu des années 70 pour soutenir l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par la création des missions locales pour l'emploi des jeunes avec le rapport Schwartz en 1982. Cependant, cette attention qui a été identifiée dès le début de cette période autour du chômage de masse des jeunes n'a fait que croître au cours des dernières années. Ce qu'on peut observer, c'est que l'ensemble des niveaux de décision publique, de l'Europe au local et une grande partie des domaines d'action publique sont aujourd'hui dans un mouvement de convergence autour de la nécessité de faire entrer les jeunes sur le marché du travail. Donc mon interrogation en ce qui me concerne va porter sur quelle est aujourd'hui la portée de la valeur emploi dans une perspective transversale, ou pour le dire autrement, dans quelle mesure a-t-on affaire avec la diffusion de cette valeur à un processus qu'on pourrait appeler de rationalisation diffuse qui conduirait à l'émergence d'une valeur tellement centrale qu'elle viendrait supplanter toutes les valeurs spécifiques des autres secteurs d'action publique s'adressant à la jeunesse et ainsi constituer une sorte de fil conducteur d'une nouvelle éducation morale de la jeunesse représentant l'idéal social auquel devrait tendre la société française. Il me semble qu'autour de cette période qui s'étend depuis la fin des années 70, on peut mettre en évidence deux inflexions. Premièrement, l'emploi occupe aujourd'hui une place déterminante dans les politiques publiques qui s'adressent à la jeunesse, et ce, bien au-delà du secteur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qui, comme je l'ai dit, s'est institutionnalisé au début des années 80. Deuxièmement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les explications relatives au chômage des jeunes, à la précarité des emplois et surtout à leurs difficultés à accéder au marché du travail pointent de manière sans cesse plus marquée des difficultés individuelles, des défaillances, des manquements. Et à cet égard, la catégorie des NEET est tout à fait illustrative de cette tendance, je vais y revenir. Alors, pourquoi ces évolutions ? Il me semble qu'il y a des évolutions transversales qu'on peut souligner, puis des évolutions plus spécifiques au secteur de la jeunesse. Du côté des évolutions transversales, un certain nombre de facteurs transversaux sont connus. On peut citer l'influence d'idées supranationales favorables au néolibéralisme qui vont introduire des formes d'activation, pas seulement dans le secteur de la jeunesse. Par ailleurs, on peut rappeler les questions relatives à ce qu'il a été convenu d'appeler l'État-providence, la crise de l'État-providence, pardon, et donc des critiques fortes sur sa capacité à toucher véritablement les populations les plus exclues, avec pour conséquence le déclin du programme institutionnel fondé sur des valeurs universelles qui guidaient les pratiques professionnelles. Et enfin, troisième élément, des réformes politico-administratives qui ont conduit en France, mais pas seulement, je pense que vous avez à peu près les mêmes réformes au Québec, qui ont conduit d'une part à des mouvements de décentralisation importants pour les domaines qui nous intéressent, et d'autre part à des tentatives de modernisation administrative pour tenter de réguler les dépenses publiques et renforcer les logiques d'accountability. Donc ça, c'était sur les questions générales. Sur les questions plus spécifiques, ce qu'on voit en ce qui concerne la jeunesse, c'est que cette catégorie de population a toujours fait l'objet de tentatives, de processus de naturalisation depuis qu'on s'occupe de cette population dans la sphère publique. Alors, si l'on retrace ces évolutions, on peut évoquer
Entre autres figurent les jeunes sortant de prison, les garçons, les filles de justice, les Apaches, tout ça c'était plutôt à la fin du 19e siècle. Plus tard, dans le 20e siècle, autour de la Deuxième Guerre mondiale, la jeunesse unique versus la jeunesse unie. Encore un peu plus tard, les jeunes désœuvrés, les blousons noirs dans les années 60, ou bien les galériens dans les années 80, les jeunes à capuche dans les années 90, les emplois jeunes dans les années 2000, etc. Ces qualificatifs ont tous servi, à travers l'histoire, à structurer des interventions collectives, puis des interventions publiques. Ce qui est intéressant, c'est que pour construits qu'ils soient, ils sont révélateurs des peurs sociales que suscite la jeunesse auprès de la population en général et auprès des décideurs en particulier. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Il me semble que les processus de catégorisation n'ont pas du tout cessé, mais qu'ils ont tendance à se focaliser sur les jeunes en difficulté. Et avec la catégorie des NEET, je crois qu'on est dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, on aurait dans ce champ-là 3 grandes figures, les décrocheurs scolaires d'une part, les NEET, donc Not in Employment, Education or Training en bon français, ou bien encore les JAMO, les jeunes ayant moins d'opportunités. C'est ces 3 figures-là qu'on a en France aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles tendent à laisser penser que les problèmes que rencontrent les jeunes dans leur passage à l'emploi sont plutôt des problèmes de l'ordre individuel. Alors, elles font écho à l'augmentation du chômage des jeunes en Europe, ça c'est certain, mais aussi à la montée en puissance de cette question sur l'agenda des décideurs. Ce qui est préoccupant, c'est qu'elles sont souvent reprises comme telles par les décideurs et par les professionnels, sans que personne ne prenne de précautions sur leur caractère stigmatisant et sans que l'on prenne en considération la dimension structurelle du chômage des jeunes. Alors pour illustrer ça, je vais citer un passage d'un rapport récent de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail qui indique, je cite, « Être NEET a de graves conséquences pour l'individu, la société et l'économie. Le fait d'appartenir à cette catégorie pendant une période plus ou moins longue peut s'accompagner d'une série d'effets négatifs sur le plan social, tels que la désaffection à l'égard de l'emploi, la relégation future dans des emplois précaires et mal rémunérés, la délinquance juvénile ou encore des troubles physiques ou mentaux. » Donc il me semble que cette citation éclaire à l'envi l'usage négatif, à la fois stigmatisant et relevant des paniques morales, qui peut être le fait de certaines catégories de l'action publique. Donc les jeunes sont qualifiés par leur manquement, ils ne sont ni en emploi, ni en formation, ils ne sont plus qualifiés par la phase de la vie dont ils relèvent, mais par le seul qualificatif NEET, et ils sont a priori condamnés à tout un tas de formes de déviance. Donc avec ces affirmations, il me semble que nous ne sommes pas très loin des théories de l'underclass qui étaient défendues par Charles Murray dans les années 90, alors que Charles Murray, lui, se positionnait dans une perspective particulièrement virulente à l'encontre de l'État-providence et des populations dépendantes des aides. Les conceptions plus récentes, celles qu'on mobilise aujourd'hui, ne semblent pas en appeler à des valeurs clairement libérales. Tout se passe comme si la norme emploi et la perspective individuelle étaient devenues la seule explication possible au chômage des jeunes. Donc c'est quand même assez préoccupant comme type d'évolution. Et ça a des effets tout à fait importants sur la mise en œuvre de l'action publique et sur l'accompagnement des jeunes. Pour éclairer cette situation, je vais prendre un exemple dans le champ des politiques de jeunesse et pas dans le champ des politiques d'insertion professionnelle. Je l'ai fait sciemment parce qu'il me semble que le champ des politiques de jeunesse était peut-être celui qui était le plus éloigné des logiques d'activation, d'individualisation et des logiques néolibérales. Je vais prendre donc l'exemple des modalités de soutien aux initiatives des jeunes. Dans le cadre d'une recherche qu'on a menée avec mon équipe récemment, qu'on vient juste d'achever, on a travaillé sur un certain nombre de fonds de soutien qui étaient accordés aux initiatives des jeunes. Et notamment un fonds de soutien qui a une vingtaine d'années et qui est mobilisé par la municipalité rennaise.
Et on a travaillé sur les critères de choix des dossiers des jeunes qui seront soutenus, et notamment sur les critères de refus. Et dans les critères de refus, on a pu voir à quel point les jurés qui sélectionnent les dossiers se méfient des jeunes. Ils vont mentionner des projets déjà réalisés. Ils vont mentionner l'achat de matériel de camping pour partir en vacances. Ou encore des projets qui ne sont pas à l'initiative des jeunes. À chaque fois, je cite. Ou encore un éloignement d'une démarche de participation à la vie du territoire, etc. Un des professionnels que nous avons interrogé va remarquer une grande évolution dans les critères de sélection des dossiers. Je le cite, il dit ainsi « Le soutien aux pratiques des jeunes, pratiques culturelles, etc., avec une dimension de loisir, par voir du monde, bouge, fait des choses, a été progressivement remplacé au cours d'une deuxième période par une attente, une exigence. Il faut que ce soit socialement utile. Comment est-ce que ça va servir aux autres ? Aujourd'hui, c'est en quoi ton projet, c'est potentiellement ce qui va te permettre de créer ta boîte, ton asso, t'insérer dans la vie. Donc on voit bien qu'on change progressivement de critères de choix pour partir d'éléments qui vont être plutôt situés dans la citoyenneté sociale à des éléments de plus en plus situés dans la sphère de l'insertion professionnelle. Donc c'est tout à fait intéressant de voir comment progressivement, même dans des secteurs d'action publique qui ne sont pas directement concernés par la question de l'emploi, on finit par se focaliser sur la valeur emploi et en faire un élément structurant des modes d'accompagnement des jeunes. Donc à travers cet exemple, on voit à quel point cette valeur et son explication individuelle va devenir dominante dans les pratiques d'accompagnement et à quel point on interroge peu le poids des institutions, des contextes structurels sur les comportements et les difficultés rencontrées par les jeunes. À mon sens, cette tendance est d'autant plus frappante qu'elle touche ce secteur, le secteur de la jeunesse, mais on aurait pu prendre d'autres exemples comme le secteur social ou le secteur de la santé, alors que même ce secteur de la jeunesse était sans doute le moins enclin pendant longtemps à développer cette perspective. Je vais m'arrêter là parce que je pense que mon temps est écoulé et j'espère que l'intervention va permettre de nourrir un petit peu les échanges et de compléter certains de vos autres points de vue qui seront développés pendant le séminaire. Je vous souhaite de bons travaux.